Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle saison d'Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie de mon complice habituel, Charles Dagneau. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ça y est, on recommence cette année avec de nouveaux sujets. Alors, moi, je vais parler de nos premiers bandits au Québec, nos premiers vrais bandits, la bande à Chambers, aussi connue comme les Brigands du Carouge. À expliquer. Mais toi, tu vas nous parler tout d'abord, on va parler de cuisine. Oui, on va commencer par d'un chef petit déjeuner. Qui n'était pas une nouille. Exact. Et puis, que tout le monde connaît d'ailleurs. Ces derniers temps, on a remarqué, j'ai été intéressé beaucoup par les icônes de la publicité. J'ai déjà parlé, je crois, du bonhomme Michelin, entre autres. Oui. Et puis, là, je vais vous parler aujourd'hui du chef Boyardi, le célèbre chef Boyardi dont on voit le visage encore aujourd'hui sur les tablettes de nos supermarchés. C'est ça. C'est un vrai personnage, contrairement à certaines publicités, certaines mascottes qui sont des personnages fictifs. Là, on a affaire à un véritable cuisinier. Alors, de son nom, c'est le chef Ettore Boiardi. La prononciation à l'italienne étant différente de celle qui a été adoptée pour les produits américains. Probablement que c'est sur ces produits, il avait mis son nom tel qu'il est écrit. Les Américains auraient prononcé Boyardi ou quelque chose comme ça. C'est exactement ce qui s'est produit. À l'époque, là, on va se retrouver au début jusqu'au milieu du 20e siècle. La cuisine italienne n'était pas très, très connue aux États-Unis. Si on vivait dans une communauté, là, c'était fermé un peu, puis il n'y avait pas tellement de diffusion culinaire. Je me souviens, jeune ici à Victoriaville, dans les années 60, début des années 60, quand ils ont ouvert un restaurant chinois. À l'époque, on mangeait des patates brunes, du steak haché, puis des légumes du jardin, puis la nourriture à l'ancienne. On connaissait pas le riz frit, là. Ni d'ailleurs la pizza, qui était quelque chose, les mets italiens étaient très, très peu connus. Alors là, on va se retrouver en 1897, vient au monde notre ami Hector, de son nom, et puis il est membre d'une famille avec, il y a 3 frères aussi. Les 3 vont se diriger vers des carrières culinaires, ce qui était un peu normal parce que à Borgnovo, la ville qui est près de Plaisance en Italie, ils ont immédiatement commencé à travailler dans un petit restaurant qui s'appelait la Croce Bianca, c'est-à-dire la Croix Blanche. C'était un restaurant vraiment de village là, à l'ancienne. C'est là qu'il a commencé à écraser les tomates pour faire la sauce et puis nettoyer la cuisine. Il a été marmiton et puis là, il a quitté Plaisance pour aller travailler dans des restaurants chics et haut de gamme à Paris et à Londres. Là, comment on part on quitte une petite ville italienne pour se retrouver comme ça à Paris et à Londres, on peut présumer qu'il y avait quand même un certain talent culinaire et puis d'ailleurs, il va le démontrer plus tard au cours des années. Là, à l'âge de 16 ans, il va s'embarquer à bord d'un paquebot français, la Lorraine. Il quitte la France, donc il était à l'époque dans un restaurant chic, probablement à Paris. Et puis là, il s'en va rejoindre son frère, qui, lui, depuis quelques années, à New York. Et puis là, il va devenir membre d'un célèbre hôtel et son restaurant, le Plaza de New York. Et puis c'est là que la légende va vraiment commencer. Il va obtenir un diplôme avec mention, puis il va devenir le chef cuisinier de l'hôtel, mais tout ça en peut-être 1 an. Est-ce que c'est possible pour un inconnu immigrant qui débarque à Ellis Island en 1914 de devenir après 1 an le chef cuisinier d'un des plus célèbres hôtels de New York? Oui, on pourrait dire oui, c'est sans doute des histoires qui sont déjà produites. Oui, parce que le chef cuisinier européen qui arrivait en Amérique arrivait tout de suite en partant une espèce de crédibilité qu'un Américain n'aurait pas eu à l'époque. Oui, puis là, après être à la tête de sa classe, et puis il va même devenir à organiser la réception supposément. Là, parce que là, les 10 prochaines années, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées, des faits qui se sont rajoutés au cours de l'histoire. Du domaine de la légende. De la légende, comme d'ailleurs le mariage de Woodrow Wilson.
En fait, il venait de divorcer et puis il se remariait. Il y avait des maîtresses. C'était quand même assez commun à l'époque pour les hommes politiques de pratiquer le philandering en anglais. On appellerait ça du courroyage en français. Puis c'était le cas avec Woodrow Wilson. Mais c'est quand même demeuré dans la légende de notre ami Boiardi. Il y a beaucoup de lacunes aussi. C'est difficile de dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais on a été, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas encore de but industriel. Lui, il était simplement un chef. Il travaillait, par exemple, les gens qui venaient dans ces restaurants-là appréciaient beaucoup la cuisine. Souvent, ils demandaient à voir qui était le chef. Et puis, ils disent qu'après seulement 1 an à l'Hôtel Plaza, ben là, il a commencé, il va aller ouvrir son propre restaurant sur la 46e rue, appelé Barbetta, puis c'est là que l'histoire va commencer. Les gens aimaient beaucoup le spaghetti qui était servi dans son restaurant. Alors, ce qu'il faisait, pour qu'ils puissent l'apporter chez eux, il nettoyait les pintes de lait en verre à l'époque, qui remplissait de sa sauce, et puis il mettait un petit mode d'emploi. Par exemple, faire bouillir, parce qu'il fournissait aussi un peu de spaghetti avec. Parce que là, les gens ne savaient pas comment faire cuire ça. Hein. Aussi simple que de mettre ça dans l'eau chaude, il faut croire dans l'eau bouillante. Alors, il disait de rajouter le beurre et puis d'ainsi pendant tant de temps. C'était très précis. Puis là, ben, ça a évidemment connu un essor assez important. Et pour que puisse commencer à contempler, à ce moment-là, il y a le propriétaire d'une chaîne d'épicerie de New York qui l'a approché. En fait, c'était plus de Cleveland. Et là, ben, il a proposé de vendre dans ses épiceries sa sauce, et puis on voit que c'est le début. Là, au cours de l'évolution de cette petite entreprise-là, est arrivée la guerre. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale aussi, il a été présent aux deux. Donc, il s'est mis à fabriquer une partie des repas qui étaient destinés aux soldats, qui étaient envoyés qui étaient en conserve. Ouais. Si on revient un petit peu en arrière, là, à l'époque de Woodrow Wilson, en 1914, il y a quelque chose, le mariage fut discret, parce que ça faisait pas 1 an que sa première épouse était décédée. Et puis, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient selon lesquelles le président l'aurait fait assassiner. Okay? Donc, c'était faux, évidemment, mais le président ne voulait pas de publicité, surtout pas pour sur un le fait mariage. qu'il se remariait aussi vite. Parce que c'était un peu un événement pivot dans sa carrière, parce que quand les gens allaient au restaurant, ils disaient, voilà, c'est le cuisinier qui a officié au mariage du président Wilson. Ça aide beaucoup au niveau de la publicité, là. Donc, il prépare les rations pour les militaires. Exactement. Il y avait la sauce à la viande n'était pas connue à l'époque, et puis c'est ça qui a rendu célèbre. Les gens, comme je disais tantôt, ils venaient au restaurant, goûtaient la recette, puis appréciaient tellement ça qu'ils demandaient une portion supplémentaire pour emporter à la maison. Et puis, bon, ben là, l'épisode des bouteilles, il avait ça. Et puis, là aussi, évidemment, il a publié un livre de recettes. Et dans le livre de recettes, section spaghetti, c'était dit, vous faites bouillir les nouilles de telle façon et vous incorporez une boîte de 7 onces de sauce Boiardi, mais il ne donnait pas la recette de la sauce. Alors là, le livre, et puis aussi, c'était supposément un livre de recettes italiennes, mais on trouvait à l'intérieur des recettes mexicaines. C'était pas seulement italien, mais c'était vraiment exotique. Exotique, exactement. Ça rentrait sous la rubrique exotique. C'est le mot. Et puis là, c'est l'aventure industrielle, évidemment, qui va commencer. Ils ont connu un succès qui a été immédiat à travers le Midwest américain. Puis là, ben, il est arrivé un problème assez inattendu. Les clients, les employés de la compagnie, les vendeurs qui étaient sur la route,
il ne prononçait pas le nom correctement. On en a parlé un peu au début. Et puis, l'accent était plus fort sur une certaine syllabe. Alors, on a déplacé ça justement pour que le monde puisse... que ça devienne un nom qui est commun et utilisé. Que les Américains puissent prononcer facilement. Exactement. Et puis, une boîte de spaghettis séchés, une boîte contenait du fromage parmesan aussi. À un moment donné, la compagnie Boiardi était le plus gros importateur de fromage italien en Amérique. Donc, ça donne une idée de la croissance qui était... C'était la naissance quand même, puis l'évolution des États-Unis puis de l'Amérique dans les années 60. Le mode surconsommation était de plus en plus Et c'est là qu'on découvrait beaucoup des cuisines exotiques étrangères. Alors, il vendait au début, ce qui l'a rendu célèbre, c'est évidemment le spaghetti. Soit dit en passant, ce qu'on goûte aujourd'hui dans le commerce, c'est pas la recette originale du début. Si vous voulez vraiment goûter ça, elle est disponible. Cette recette-là a été retrouvée par sa petite-fille, c'est-à-dire, comme il était 3 frères, bon, on peut présumer que c'était un de ces 3, et elle a trouvé la recette de la sauce spaghetti de oncle Ettore. OK. Donc, c'est assez précis. Et puis, j'ai lu la recette et puis, c'est vraiment, il faut découper les aromates qu'ils mettent dedans. Je me souviens plus, en tout cas, en lanière, de telle façon, et incorporer ça, mettre le beurre. Tout est précis, la façon de faire. Alors, quelqu'un qui est cuisinier peut évidemment tenter l'aventure et puis goûter qu'est-ce qui a rendu notre bonhomme aussi célèbre. Et qui n'est pas la même chose que ce qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, exactement. Là, dans les années 50, on avait les repas TV dinner, la cuisine instantanée. Alors, ça pouvait être préparé seulement en 12 minutes puis nourrir une famille de 3 ou 4 personnes pour seulement 29 cents à l'époque. Là, on parle d'un autre siècle et d'un autre millénaire. Là. Et puis, c'était parfait, ça aussi, à l'époque, des années 30, parce que là, on est un pays qui est plongé dans la Grande Dépression. On fait tout ce qu'on peut pour... Ces situations économiques-là, souvent vont aider une cause comme celle, évidemment. Et puis, comme je disais, il y a été quand même un facteur économique, cette compagnie-là, mais tout a changé après ça, là, quand les grandes conglomérats comme Heinz, entre autres, General Mills, Pillsbury, sont arrivés. Mais lui s'est retrouvé en concurrence avec ces gens-là. Avec eux autres, mais en fait, il est devenu maintenant, ils ont été achetés par ça. Là, pour ce qui est de la recette que je mentionnais tantôt, il y a peut-être des gens qui voudraient l'essayer. Alors, elle est disponible sur Internet. Il y a même un site qui s'appelle Boiardi et puis un site d'histoire de la cuisine qui publie, si on veut, la recette originale de Oncle Ettore. De Oncle Ettore. Voilà. Qui, comme le colonel Sanders, a réellement existé. Oui, mais une chose à mentionner... Contrairement au bonhomme Michelin. Que cette recette-là semble un peu sacrilège parce qu'elle ne contient pas d'ail. Mais la région de l'Italie, d'où arrive Boiardi, n'utilisait pas l'ail dans sa sauce. Alors, oui, parce ça va faire différent. On oublie souvent on oublie souvent que l'Italie a des régions avec des traditions culinaires très différentes. Alors, l'aventure de notre bonhomme, c'est au départ une aventure familiale et puis après ça, c'est une aventure au niveau du marketing, mais la détermination aussi de toujours continuer. Puis c'était les gens à l'époque qui il faisait pratiquement ça par devoir. Lui, il aimait les gens. On regarde un peu dans sa biographie. Et puis, il voulait vraiment aider, puis faire la promotion de la culture italienne, puis surtout de donner à tous les gens pauvres ou riches la possibilité d'avoir un bon spaghetti. Et puis tout ça, ces bonnes intentions-là, ça a abouti à ce qu'on a aujourd'hui, la commercialisation. Alors, la prochaine fois, quand vous irez acheter une canette de ravioli chez Boiardi, pensez que c'est un vrai personnage. Que ça a quand même une histoire. Il y a une histoire avec ça. Moi, je vais... Merci. Un autre genre de cuisinage. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont faits cuisiner, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors moi, je vais vous parler de nos premiers bandits au Québec.
la bande à Chambers, qu'on appelle aussi les brigands du Cap-Rouge. C'est quoi le Cap-Rouge? Cap-Rouge, tout simplement. Donc, on est dans le bout de Québec. Je dis nos premiers bandits, au sens propre, c'est-à-dire les premiers à être une bande. 19e siècle, il n'y avait pas encore le crime organisé, mais il y avait déjà des criminels organisés qui s'organisaient et qui formaient des bandes. Mais au Québec, notre première, c'est dans les années 1830, et c'est cette bande-là. Avant, bien sûr, il y avait eu des crimes de commis au Québec, en Nouvelle-France, depuis très tôt, mais rien d'organisé, pas des groupes de bandits. Ça a été nos premiers. Alors, dans les années 1830. On peut lire sous la plume de Louis Fréchette, avocat, journaliste et poète célèbre du 19e siècle. Il y a même une salle qui porte son nom à Montréal, salle de spectacle. Dans les années 1830, un véritable règne de terreur affole la ville de Québec et ses environs. À chaque instant, on signalait de nouveaux crimes dont les auteurs restaient insaisissables. Ce n'était que vol à main armée, que meurtres atroces, que maisons pillées, qu'églises saccagées, que sacrilèges inouïs. Wow. Et on a dans aussi les mémoires de Philippe Aubert de Gaspé, un de nos premiers romanciers, qui raconte qu'une de ses tantes, si je me souviens bien, c'est une de ses tantes, qui avait paniqué, elle, durant cette période-là, et avait 4 pistolets cachés dans sa chambre, en dessous de son lit, au cas où. Il ne mentionne pas de quel bandit il s'agissait, mais ça ne peut pratiquement qu'être que la bande à Chambers, c'était les seuls qu'on connaissait à l'époque. Alors, on est à Québec. Dans les années 1830, la ville grossit énormément. En fait, on est dans une ère d'industrialisation et d'immigration massive aussi en Amérique du Nord. Les villes grossissent vite, trop vite, diraient certains, des industries qui empoisonnent l'air des rues, qui poussent, des petites rues étroites à Québec en particulier, où les ouvriers s'entassent pour gagner leur vie. Et il y en a, il ne faut pas s'étonner, qui des fois décident de briser les règles. À Québec, en plus, c'est l'âge d'or du trafic du bois durant cette période-là. C'est les draveurs, à l'époque, qui amènent à l'époque, ils ne se contentaient pas de descendre le Saint-Maurice, mettons, ils amenaient leur bois jusqu'à Québec pour être chargés sur des bateaux, sur des grands radeaux, et là, c'était chargé sur des bateaux à destination de l'Angleterre. La Royal Navy, la plus grande flotte du monde, construisait ces bateaux essentiellement avec du bois canadien à l'époque. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule aussi. Des gros hommes d'affaires anglophones, pour la plupart, qui sont installés à Québec et qui font des fortunes durant ce temps-là. Et là, on a Charles Chambers, un charpentier du quartier Saint-Roch, considéré comme un homme honnête. D'ailleurs, il était d'une famille qui a toujours été considérée comme respectable. Son frère Robert Chambers, quelques années plus tard, va être maire de Québec. Donc, lui, c'est le mouton noir de la famille, en quelque sorte. On ne sait pas exactement comment il a commencé qu'est-ce qu'il a décidé. Peut-être qu'il trouvait qu'il ne gagnait pas assez d'argent comme charpentier, je ne sais pas. On sait toutefois qu'il s'est associé assez trop avec un dénommé George Waterworth. Et là, ils ont formé une bande composée d'environ 6 membres. Et là, ils ont commencé par effectuer des vols de bois, justement. Puis, rapidement, des vols chez des résidences, chez des habitants qui étaient installés en bordure du fleuve Saint-Laurent. Ils se déplaçaient par bateau, la bande de Chambers. C'était pas du bois de chauffage qui volait, eux Non, là, c'était du bois de construction. Lumber, du bois de construction, quand même. Ça devait demander une certaine organisation. Mais ils volaient, et en fait, d'après ce que j'ai vu, ils volaient aussi du bois de chauffage. Ils pouvaient voler toutes sortes de bois, parce qu'on voit, par exemple, mais aussi d'autres marchandises, notamment du grain, qui était destiné à être exporté aussi. Alors, surtout dans les quartiers du Vieux-Port, au Cap-Blanc, vers Cap-Rouge, ça, c'était leur territoire. On dit, par exemple, qu'à un moment donné, ils pouvaient voir quelqu'un partir avec une lourde charge de sacs de grains dans une charrette pour monter la côte de la montagne. Et là, il suivait, puis là, il venait lui donner un coup de main pour pousser la voiture pour l'aider à monter la pente. On sait qu'à Québec, les pentes, c'est pas ça qui manque. Puis, arrivé à mi-chemin, il s'arrangeait pour laisser tomber 3 ou 4 sacs de chargement pour les faire débouler dans l'escalier casse-cou. Pour ceux qui connaissent le Vieux-Québec, c'est le petit escalier qui monte vers la côte de la montagne à partir de la place Royale, de ce qu'on appelle aujourd'hui la place Royale. Donc,
faisait débouler les sacs, et là, il y avait des complices en bas qui se dépêchaient de les ramasser puis de partir avec. Ni vu ni connu. Et après, on se retrouve sur les plaines d'Abraham, dans un petit coin boisé, et là, qui était plus boisé à l'époque qu'aujourd'hui. Et là, on se partage les grains, puis on planifie le prochain forfait. De plus en plus, Chambers va devenir de plus en plus violent avec sa bande. Un marchand, par exemple, qui a pensé qui les a démasqués et qui a voulu les dénoncer, a été retrouvé noyé dans le fleuve Saint-Laurent. Il a été même jusqu'à assassiner un des membres de sa propre bande, James Stewart, parce qu'il y avait un désaccord apparemment entre eux. Donc, ils étaient devenus... ils avaient commis tellement de crimes qu'à un moment donné... Le prix de l'expansion, presque tous les crimes commis au Québec entre 1834 et 1837 qui n'étaient pas expliqués, on disait c'est la bande de Chambers. Ils vont devenir de plus en plus violents, de plus en plus audacieux. En 1831, meurtre des frères Griffith, alors qui seraient arrivés en 1831. Affaire non résolue, mais on a dit que c'était la bande de Chambers. 1834-35, 2 vols dans 2 fois à la même maison chez un vieil homme de l'île d'Orléans. Donc, on voit encore le déplacement en bateau. 1834, vol au bureau d'un marchand de bois, M. Atkinson, marchand de Québec. 1835, vol chez un vieux monsieur Paradis à Cap-Rouge. Et là, 1835, là, c'est vraiment, là, ils sont actifs. Du 9 au 10 février, vol d'objets liturgiques. Donc, dans une église, les vases sacrés, statuettes, etc., à la chapelle de la congrégation, sur la rue Dauphine. Puis, tout de suite après, vol chez monsieur George Holmes, encore un gros marchand, qui habite à sa Grande Allée à Québec. La même année, au mois de mai, le capitaine Louis Sivrac, capitaine à la retraite, âgé de 82 ans, gravement blessé durant un vol parce qu'il est gardien du phare de Lillet. Et là, on s'en va voler il doit y avoir de l'argent, il doit y avoir des choses à voler. On cambriole et M. Sivrac est fortement maltraité, va mourir au bout de 8 jours, en fait, des suites de ses blessures. 1835, on va au mois de mai encore, vol de bijoux d'argenterie chez une Madame Montgomery, une veuve à Cap-Rouge. 1835, assassinat de 2 habitants à Château-Richer. Un auteur précise qu'il n'y a pas de preuve écrite que ce meurtre-là a vraiment eu lieu, mais il y a une tradition là-dessus. Et ça serait les 2 victimes se nommaient Jacques Huot et Jean Trépanier. Mais ce que tu dis, il ne se faisait pas prendre encore. Jusque-là, pas encore. Il était très, très, très bon et efficace dans le métier. Il faut dire qu'il n'y avait pratiquement pas de police, de corps de police au Québec à l'époque encore. En fait, comme je dis, on leur attribue presque tous les meurtres commis dans la région de Québec de 1834 à 1836. Surtout des gens âgés, réputés riches et vulnérables, qui se font attaquer, comme je dis souvent violemment. Et les gens vont venir à se barricader dans leur demeure la nuit tombée. La police, il y a un corps de police, c'est la Ville de Québec. Ce sont quelques agents, ils n'ont pas de formation pratiquement, n'arrivent pas à résoudre les enquêtes. Et donc, une réputation s'établit. La bande à Chambers se fait jamais prendre. C'est-tu possible que notre monsieur Chambers, il était très connu, les gens savaient que c'était un criminel, là, la police n'est pas capable de lui mettre rien sur le dos, mais les gens le savent, c'est hey, Chambers, c'est un ci, c'est un ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Il en avait peur, en tout cas, assez pour se barricader puis avoir été terrorisé. Là. Et là, un bon jour, ils commettent une erreur, un fameux vol dans une église, des vases sacrés, des coupes, des bijoux, dans ce qui est aujourd'hui la chapelle des Jésuites, mais qui était la chapelle de la congrégation à l'époque. Là, la ville offre une forte récompense pour quiconque va détenir de l'information. Et là, les recherches vont finalement amener la police à fouiller la résidence de Chambers et ils vont découvrir des preuves accablantes, des objets qui ont été volés, etc. Alors, c'est finalement une servante considérée comme idiote qui Cecilia O'Connor, qui était sa servante chez un cultivateur du canton de Brockton, un dénommé Norris. Et au mois d'avril 1835,
Chambers et un de ses complices s'étaient rendus à Broughton, puis afin de dépister la justice, il avait apporté les objets volés à la chapelle de la congrégation pour essayer de les vendre là-bas. Et elle va les reconnaître. Et va reconnaître les objets surtout, quand elle va en entendre parler. Et c'est elle qui va les dénoncer. En fait, ils sont allés là pour faire fondre les objets. Et elle les a vus pour les métaux, c'est ça. Et elle les a vus, puis elle les a vus, entre autres, jeter une statue de la Sainte Vierge dans le creuset. Alors, quand elle a entendu parler, elle a fait le lien et elle les a dénoncés à la police. Alors elle en a parlé à son patron, qui lui s'est mis en lien avec la police. Quelques jours plus tard, Chambers, George Waterworth, Pierre Gagnon, Nicolas Mathieu sont arrêtés. Et là, c'est la surprise à Québec. Vous voyez, là, il y a beaucoup de gens, ils passaient vraiment pour un honnête homme. Ah, OK, voilà. Il avait de bonnes relations avec la police. Il n'y avait jamais eu de plainte contre lui. Et là, les perquisitions ne laissent aucun doute. Alors, il est arrêté en juillet 1835, il a 30 ans. Il est enfermé à la prison de Québec, aujourd'hui le Moran Center, chaussée des Écossais. Premier procès, Cour du banc du roi, juridiction criminelle, ça se présente mal pour la couronne. On fait entendre des témoins qui prouvent le bon caractère de Chambers et les jurés rendent un service de non-culpabilité. Mais on lâche pas, deuxième procès. Parce qu'il y a quand même une liste de crimes. Si on l'a accusé pour 2, on peut l'accuser pour 2 autres. Et donc, là, c'est le procès pour le meurtre du capitaine Louis Sivrac en 1836. Là, on entend plusieurs témoins. Là encore, à un moment donné, ça ne se présente pas bien parce qu'il n'y a pas de témoin qui a vu le crime. Donc, ils sont encore acquittés. Troisième procès, aux assises de mars 1837. Là, on fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un plea bargaining. Waterworth, pour sauver sa peau, se décide à parler. Et là, évidemment, là, le procès va se douter et les accusations vont être portées, notamment du vol dans la maison de Montgomery. Et le juge Bowen les condamne à être pendus le 10 avril suivant. Mais il va y avoir des plaidoyers et on va réussir à faire renverser la sentence de Chambers et il va être déporté en Australie à la place. Alors, à la semaine prochaine et restez à l'antenne de TVCBF.